Bonjour, je m'appelle Mélanie Rosa, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et tout récemment d'un petit garçon né à la maison. À côté de mon activité de photographe en Dordogne, j'ai à cœur d'informer les femmes et d'élier la parole à travers des articles de blog sur mon site internet, mais aussi ici, par le biais de ce podcast. Je remercie du fond du cœur toutes ces femmes qui acceptent régulièrement de se livrer à moi pour raconter leurs histoires, leurs expériences de mère, leurs reconversions, leurs accouchements, dans cet espace dédié aux voix périgourdines, mais aussi à vous toutes qui écoutez et lisez leur parcours avec bienveillance et sans jugement. Bienvenue dans le podcast de Studio Rosa, consacré aux récits singuliers des femmes et mères de Dordogne. Je vous invite à faire voyager ce podcast, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. Cet épisode aborde le sujet du deuil périnatal. Il est donc à écouter dans les meilleures conditions possibles. Alors, c'est Marjorie qui ouvre le bal de ce podcast, puisque dès le lancement, c'est son histoire que j'avais souhaité partager en premier. Je l'avais d'ailleurs contactée en amont à ce sujet. Je me souviens, Marjorie, que tu n'étais pas très rassurée, mais que bon, quand même, tu ressentais le besoin de parler. En tout cas, parler de ton histoire, et je te remercie infiniment d'accepter de te livrer aujourd'hui, de m'accueillir chez toi du coup. On a enfin pu faire coïncider nos agendas et me voilà pour prendre le temps de décortiquer tout ça. Alors, est-ce que tu peux d'abord nous faire une petite présentation ? Oui, alors je suis Marjorie, j'ai 35 ans depuis hier. Oui, j'ai vu ça, l'anniversaire. Merci. Sachant qu'on est le 7 février, tu es né le 6. Le 6, okay. C'est un sacré cap, je suis dans la bascule des 35 ans. Mais je suis maman de 2 enfants, 2 filles, Nina qui va avoir 6 ans et Isaïe qui vient d'avoir 4 ans. Et je suis originaire de Dordogne, je suis née à Périgueux. J'ai passé un long moment à Paris, à Bordeaux, puis à Paris, d'abord à Bordeaux pour le sport-études en handball. J'ai fait du handball à haut niveau, et puis après à Paris parce que j'ai fait mes études, et puis j'ai commencé mon activité parce que je suis dans l'administration, et je suis doula. Je suis doula et je suis conseillère et formatrice en milieu essentiel. Ouais. Et donc maintenant, on a déménagé depuis 2021 à nouveau en Dordogne. Voilà. Et donc pour bien offrir un peu l'enfance que moi j'ai vécue en Dordogne à mes filles. On a déménagé, elles avaient 2 ans et pour Nina et Isaïe 3 mois. Et donc l'idée c'était de leur offrir ces grands espaces, ouais. comme moi je les ai vécus quand j'étais plus jeune. D'accord. Donc moi, oui, j'ai eu envie de te donner la parole aujourd'hui et de retracer du coup ta maternité suite à un post en particulier qui avait attiré mon attention et qui m'avait profondément touchée. Tu avais publié ce post il y a quelques mois, le 14 octobre dernier, le 14 octobre 2024, et tu avais commencé ce post par cette phrase percutante où tu disais « Qu'en est la mort ?» Tu y expliquais avoir vécu 2 arrêts de grossesse avant de pouvoir donner naissance à tes 2 magnifiques filles aujourd'hui, Nina et Isaïe. Mais tu évoques aussi le fait que lorsque tu avais 10 ans, ta maman a donné naissance à un petit frère sans vie et que tu en gardes aujourd'hui, toi et ta famille, un profond traumatisme. Donc on va détricoter tout ça ensemble tranquillement, on va prendre le temps. Comment est-ce que toi tu peux nous faire nous expliquer un peu comment toi tu décrirais ton enfance en campagne, comment est-ce que tu as grandi? Ouais, c'était l'aventure. Ben oui, ce sentiment de liberté, partir la journée. Alors je sais pas comment je pourrais faire aujourd'hui avec mes filles, hein, mais peut-être que moi je l'ai vécu, c'était ça, des fois partir la journée, puis sans finalement, pour mes parents, sans trop savoir où j'étais, mais entre la forêt, les champs et les ruisseaux, quoi. Et à la recherche j'ai des souvenirs où je passais des après-midi à appâter des petits chats sauvages. C'était extraordinaire. Donc c'est vraiment ça que j'ai à la fois peu de souvenirs de mon enfance, mais je retiens ça. Et est-ce que du coup toi tu es l'aînée de ta famille? Oui. Ouais. Oui, je suis l'aînée. J'ai un petit frère de 2 ans, de 2 ans moins que moi, et une petite sœur qui a 11 ans de moins que moi. D'accord. Donc toi et ton petit frère,
Ensuite vient une autre nouvelle où vous allez potentiellement devenir grande sœur et grand frère, Oui. c'est ça? Oui. Et comment tu apprenais la nouvelle? Parce que du coup, tu avais 10 ans. Ça, Oui. tu prenais conscience aussi, parce que peut-être comme tu es devenue une première Oui, fois grande sœur, tu n'avais peut-être c'est pas ça. encore conscience et finalement, tu as grandi avec Oui. ton petit frère. Oui, c'est ça. En fait, on a finalement peu d'écart avec mon petit frère. Et donc, j'ai peu de souvenirs j'ai des photos, mais j'ai peu de souvenirs finalement Oui, voilà. de l'annonce l'avant, et puis de la voilà, oui. grossesse, Oui, c'est ça. de sa naissance même. Oui. Voilà, je pense que c'est plus à travers des photos. Et en revanche, quand autant l'annonce de la grossesse, je ne sais plus, il s'appelle Romaric du coup. D'accord. Donc j'ai mon petit frère qui est là, qui est en vie, s'appelle Rodrigue, Ok. Oui. et mon petit frère donc qui est né qui est né sans vie quand j'avais 10 ans, s'appelle Romaric. D'accord. Et moi je me rappelle plus l'annonce par mes parents mais je sais que ce n'était pas prévu. En tout C'était cas, pas prévu, d'accord. c'est comme ça que je l'ai rapporté. Je me rappelle d'avoir dit à la maîtresse que c'était un accident. Ah oui. Donc voilà, Oui, t'as peut-être déjà entendu ça dans plus... les conversations aussi. Oui, voilà. Ouais, voilà. Je pense que je l'ai rapporté de cette manière, comme je l'avais entendu. Et puis, mais du coup, j'étais vraiment consciente. Et voilà, j'avais Oui. ce souvenir. Oui, oui, oui. J'ai ce Oui, tu souvenir. avais Donc pleine conscience de ta maman, de son ventre. oui, Ouais. ouais, oui. Et vous étiez content de devenir, pour toi, une deuxième fois grande sœur, du coup? Ouais. Oui. Et est-ce que tu te souviens si la grossesse de ta maman se passe bien, ou Oui. est-ce qu'il y avait J'ai pas de... Non, tu vois, j'ai pas de... C'est plutôt en en discutant après avec ma mère, parce que bah, c'est plutôt... C'est bien plus tard qu'on arrive souvent à mettre des mots sur les mots, sur des choses qui se sont passées, sur des douleurs passées, des traumas. Et je pense que c'est quand on grandit, qu'on justement fait le chemin, qu'on est apte, peut-être plus apte en tout cas, à en parler plus librement, quand toujours avec émotion, mais de manière peut-être moins vive. Oui, plus libérée, ouais. Et donc très souvent on en parle avec ma mère et j'ai compris qu'il y avait quand même sur la fin de la grossesse des signes, Ouais. donc que je développerai pas forcément ici, mais qui auraient pu alerter. Oui, d'accord. Donc comment ensuite se passe la fin de cette grossesse, du coup? Mais alors pour moi, j'étais chez une copine qui s'appelle Marina, et j'ai le souvenir d'un appel, et on jouait ensemble, et c'est un appel de mon père, donc c'est la mère de Marina qui vient nous chercher, et qui me dit, moi c'est ton père au téléphone, il doit venir te chercher. Et je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, c'est assez soudain. Ce n'était pas prévu. Et donc là, pour moi, ça a été suivi d'un silence assez long, parce que je me vois partir, je me vois m'installer dans la voiture, retrouver mon frère, et en fait, pour moi, là, c'est un silence, en fait. Dans la voiture, il n'y a pas de mots, il y a pas de mots qui sont mis. Je sens que, voilà, mon père pleure. Je ne comprends pas pourquoi, mais peut-être que ce sont mes souvenirs qui sont un peu, qui sont très, très flous, et du coup, je n'arrive pas voilà, il s'est sans doute passé des choses, mais je ne sais plus, et je me souviens simplement que, une fois que l'on est arrivé dans la chambre de la maternité, en fait, il n'y avait pas de bébé. Et je vois ma mère dans un état, en fait, je vois sa grande détresse, et je comprends. Et là, en fait, j'ai des flashs. À partir de ce moment-là, j'ai des flashs, j'ai pas tellement de souvenirs distincts. Et bon, après, ça se travaille, hein. Ce sont des choses qu'aujourd'hui, à 35 ans, je chemine avec notamment de l'EMDR. Ça aide beaucoup. D'accord. Et
et des choses remontent petit à petit, je refais le fil. En fait, c'est cette séquence en voiture qui mène à la maternité qui revient souvent. Par cette incompréhension, je pense que c'est pour ça qu'elle est restée comme ça dans ma tête, parce que à ce moment-là, j'étais un peu dans la stupeur, et dans la stupeur de voir ma mère comme ça et de comprendre en fait, de comprendre que oui, le couffin est vide et voilà. Et après, c'est une autre image que j'ai de mon père quand on rentre à la maison et que je le vois démonter la table à langer, en pleurant. Et je crois que c'est la seule fois où j'ai vu mon papa pleurer, en fait. Donc voilà, c'est plutôt des images assez fractionnées qui n'ont pas de fil, en fait. Voilà, je me rappelle plus après comment ça a été, comment le dialogue en fait s'est tissé autour de ça avec mes parents. Je pense qu'à l'époque, c'est pas dans le sens où j'oserais dire qu'aujourd'hui j'aurais mieux fait, parce que voilà, on fait toujours comme on peut, mais peut-être que ce que j'aurais avec le recul, ce qui m'aurait permis en tant que petite fille de mieux comprendre les choses sur le moment, c'est pas de reparler à 35 ans ensuite, c'est de nommer les émotions aussi, que les parents se sentent autorisés à exprimer les émotions qu'ils traversent aussi devant leurs enfants, qu'il n'y a pas de vulnérabilité à ça, ou du moins ça démontre une forme de vulnérabilité, mais qui est absolument légitime et naturelle dans ces moments difficiles. Et je pense que c'est ça, en fait, qui a créé de la stupeur chez moi, et dans le sens où je n'osais pas questionner, et j'avais peur de déranger. Donc en fait, je pense que même avec mon frère, je sais pas le souvenir qu'on en parlait entre nous. Lui avait 8 ans à l'époque, et voilà, c'était peut-être délicat avec nos mots d'enfant, je ne sais pas comment. Parce que verbalement, il t'aurait pas expliqué ce qui s'était passé. Je ne m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Mais sans doute. Et peut-être aussi, tu étais protégée. Ton cerveau, il a fait peut-être un petit... je bloque l'info et... Mais très certainement, il y avait de la dissociation, et je pense que j'ai aussi peu de souvenirs de mon enfance de ce fait-là, parce qu'à un moment, le cerveau a voulu me préserver, et c'est nécessairement par de la dissociation que ça prend forme. Après, je sais que je pense que c'est un tout, parce que les funérailles aussi pour Romaric qui ont été faites vraiment, mais ça je l'ai appris il y a quelques mois, que justement, parce que ce que je te disais au départ, c'est qu'on se sent en tout cas plus apte à dialoguer, à communiquer autour de ça, peut-être en devenant adulte et en travaillant dessus. Mais voilà, on en a parlé avec ma mère, et c'était un choix de sa part, de la part de mon père surtout, finalement de faire ça de manière un peu à huis clos, sans même la famille. Juste, du coup, ils étaient que tous les deux. Ouais. Vous avez peut-être besoin. Et j'ai trouvé ça très triste. Et bon, voilà, c'est sans aucun jugement, évidemment, et je ne juge absolument pas mes parents, mais je trouvais ça dommage de ne pas s'autoriser à l'honorer, en fait. Oui, t'en as eu sûrement besoin aussi pour, et du coup, que l'on puisse participer à ce passage, pour que on fasse notre deuil aussi avec mon petit frère. Bah oui, parce que vous aussi vous prépariez à son arrivée. Oui. Et du coup, les funérailles, vous n'en avez pas du tout parlé, et la vie a continué à se dérouler. Comment est-ce que tes parents après étaient au quotidien? Est-ce que ils arrivaient en tout cas J'ai très peu de souvenirs. À se montrer fort devant vous, enfin comment... Ma mère a toujours été très
très forte. Ouais. Avec mon père, on parle peu de ce qui nous traverse, de nos émotions. Il est assez taiseux. Avec ma mère, on parle davantage, mais elle a toujours été très vaillante à tout faire, à se donner et à être toujours dans la prise en charge des autres, en fait, dans le prendre soin des autres. Moi, j'ai toujours trouvé hyper robuste, en fait. Ouais. Et donc, à ne pas montrer. Alors, est-ce que, oui, il y a des moments où maintenant qu'on est, je suis, moi, dans une position d'adulte avec elle, je pense qu'elle laisse voir quelques failles. Mais oui, puis peut-être aussi avec l'âge avançant, en se remettant de ce côté peut-être en question avec le monde qui évolue, qui change aussi, peut-être que ça aide aussi. Oui. Ouais. Et donc après, tu disais que tu avais eu aussi une autre petite sœur. Oui, après. Marie qui est arrivée peu après. Peu après, oui. Oui. Est-ce que tu sais si ça a été un souhait du coup de leur part, un peu réparateur, j'imagine, enfin, dans un sens quand même. Ça a été un souhait. J'ai entendu ma mère dire, alors je ne saurais pas quand, mais qu'elle voulait redonner la vie après la mort. Ouais. Et c'était, on en a discuté parce que pour Marie c'est aussi une question existentielle, que si Romaric lui avait vécu, est-ce qu'elle aurait existé elle? Et donc ça fait vraiment des sujets très très lourds à aborder en famille. Et je pense qu'elle doit cheminer aussi par rapport à ça. Est-ce que vous en parliez librement avant son arrivée et que Romaric a été finalement, il fait partie de la famille aussi avant son arrivée? Alors ça, je ne sais pas comment ça a été amené par mes parents en fait. Et je sais qu'il y avait beaucoup de choses que Marie avait vraiment besoin d'être accompagnée dans une, je pense, un tsunami d'émotions depuis toute petite. Et elle devait ressentir beaucoup de choses et je sais pas dans quelle mesure ça a été accompagné et verbalisé par mes parents sur ce qui s'était passé avant elle. Elle a un accompagnement c'était un pédopsychiatre qui aussi pouvait l'aider. Voilà, je pense que je sais qu'arrivé à un âge, les mots ont été mis dessus, mais je ne sais pas à quel âge et si on avait pu le faire plus tôt pour accompagner ça, mais je sais que ça fait partie des questions une question existentielle et qui est terrible et que aujourd'hui Nina qui a bientôt 6 ans me renvoie, et depuis elle nous le renvoie depuis un certain temps. Alors je ne sais pas si c'est du transgénérationnel qui vient jusqu'à elle et pour nous passer le message, mais Nina a très peur de la mort, on parle beaucoup. Et un soir, m'a demandé, elle sait qu'il y a eu Romaric, elle le sait. Oui, pour le coup, je leur en ai parlé, et ma mère aussi aujourd'hui en parle, leur en parle. Et je pense que ça a peut-être de manière concomitante, je ne sais pas si c'est ça qui a pu générer la question de Nina, sur est-ce qu'on peut comment elle a dit, comment on peut être mort avant de naître, et bon, voilà. C'est fort de la bouche d'une petite fille de 6 ans. Je crois que c'est un gros point d'interrogation quand on traverse des morts in utero. Quand on a, mais quel que soit le niveau, on parle de fausse couche, on parle de grossesse arrêtée, on parle d'IVG, voilà. À quel moment, en fait, cette notion de vie, elle apparaît, et qu'est-ce que c'est vraiment de mourir, en fait, parce que du coup, c'est pour ça que j'avais choisi cette phrase-là qui me semblait profondément lourde. Lourde parce que on connaît la lourdeur de cette souffrance quand en fait on porte la vie mais qu'elle n'est plus.
et qu'elle n'est plus quelques mois après la naissance du bébé, ou qu'elle ne soit plus in utero, alors qu'on porte la vie dès le premier instant où on voit les 2 barres sur le test de grossesse, en fait. Donc c'est cette notion-là qui est lourde de sens. Ouais. Est-ce que toi, ce parcours-là, comment tu l'as vécu sur toi, ton désir de devenir maman? Est-ce que déjà petite, tu avais cette envie de fonder une famille, de devenir maman? Est-ce que toi, tu dirais que ça a aussi peut-être touché cette envie de passer par un parcours comme celui-ci? Je crois que je me suis jamais trop posé la question si je voulais être maman. Moi, c'est quand j'ai rencontré mon chéri que ça faisait juste partie de notre projet de vie, que d'avoir des enfants, bien que à certains moments, comme on peut se poser la question souvent aujourd'hui, c'est quel monde on va laisser à nos enfants, et du coup on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on fait vraiment des enfants dans ce contexte? Mais en fait, on avait terriblement envie d'avoir des enfants, donc de donner une suite à votre amour, quoi. Voilà, une forme de continuité de cet amour, et fonder une famille, ça me semblait évident. Et on a eu un peu de mal à avoir Nina. Et moi, je m'étais jamais questionnée sur... en fait, je n'avais jamais mentalisé, transposé le parcours de ma mère, qui m'a ensuite expliqué qu'elle avait elle aussi fait une fausse couche entre moi et Rodrigue. D'accord. Mais ça, je ne savais pas. Il a fallu que moi j'en ai, que je traverse ça pour du coup avoir cette discussion-là avec ma mère. Ou que je le sache. Peut-être qu'elle me l'avait dit avant, mais je ne l'avais pas en tête. Et ça a été assez douloureux, parce que je pense qu'à partir du moment où on a en tête, on attend un enfant, on veut le concevoir, et que au rythme des cycles, on l'attend, et que quand on a cette bonne nouvelle qui arrive, et que quelques semaines après, quelques mois après, ça ne tient pas. C'est vraiment le truc de la grossesse n'a pas tenu. Ça est survenu à combien de semaines? À 2 mois et demi. 2 mois et demi. Alors je n'ai plus les semaines, parce qu'entre les deux, je me suis un peu mélangée, et à vrai dire, ça a toujours été avant les 3 mois. Enfin, pour les deux. Et ça a été coup sur coup, en fait, à je veux dire, dans avril 2017 et février 2018. Je sais avant Nina. Avant votre première fille. Oui, je ne sais plus les dates là. Mais un an d'intervalle. Un an d'intervalle. En fait, je me rappelle que pour la première, ça a été terrible, parce que j'étais en formation, j'étais à Angers, et j'étais loin de tous mes proches, j'étais loin de tout le monde. Et évidemment, pour cette formation, il fallait que je dorme une nuit à l'hôtel, et c'est arrivé pendant la nuit à l'hôtel. Et ça a été assez... au départ, c'était un profond déni, vraiment profond déni, parce que je me disais, ce sont des saignements, c'est bon, je vais les gérer. Voilà, je vais gérer les saignements. Parce que quand les douleurs sont apparues, j'ai dû me dire que c'était fini. Dans la nuit, du coup? Dans la nuit, j'ai serré les dents pour me rendre à la formation le lendemain. Et bon, quand j'ai fait quasiment un malaise à la formation. Et donc, ils ont appelé l'ambulance. Et puis j'ai été hospitalisée. Tu as pu être prise en charge. Et j'ai été prise en charge pour diagnostiquer la fausse couche. J'ai pris le train, je me rappelle, mais j'étais complètement... j'avais besoin de marcher, je me suis allée jusqu'à la gare à pied. T'avais appelé ton chéri entre-temps? Oui, oui. Et j'étais contente de le retrouver, de prendre le train, mais j'avais envie de me télétransporter. Et ça a été très, très dur d'aller, de trouver l'énergie, d'aller jusqu'à la gare, de prendre le train et de le retrouver.
c'était assez douloureux, cette déception. Puis après, la deuxième fois... Et comment vous vous êtes dit, du coup, vous alliez prendre un peu le temps de réessayer ou vous avez laissé passer le temps et puis en fait, tout de suite vous aviez envie de recombler en fait, je pense qu'il y a eu cette envie de Ouais. donner la vie après ça, même si je pense que j'étais pas très connectée à l'époque avec ce que ça pouvait être, ce que c'était. C'est aujourd'hui qu'en fait, en cheminant C'est souvent après quand tu deviens maman que tu te rends compte de ce que c'est finalement. De ce que c'est. De ce que ça peut devenir. Ce que ça aurait pu être. Voilà, et c'est vraiment le fait de se dire a posteriori, mais en fait, c'était deux petites âmes qui ont été là. Et qui ne sont pas, mais qui sont peut-être quelque part. Et ça, cette notion-là, je l'ai vraiment intégrée que très récemment. Puis il y a peut-être aussi une part protectrice où sur le moment, en fait, tu le mets de côté un petit peu pour continuer à avancer. Et je sais pas, mais c'est vrai que je me rappelle sur le moment, en fait, c'était assez vite remis en tête de continuer et d'essayer. Oui, un petit peu en mettant un peu sous le tapis, en te disant, bon, allez, on réessaye, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et puis, je retombe enceinte et puis là, je me rappelle, c'était un week-end à Porto. Heureusement, on était en amoureux. On était tous les deux et moi, j'ai senti dans l'avion que je commençais à avoir des douleurs et ces douleurs-là étaient tellement familières. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Et j'ai serré les dents toute la nuit parce que du coup, on s'est retrouvés au Portugal sans rien. J'avais juste envie de me soulager et voilà. Et je me rappelle qu'on était au restaurant, j'avais quand même envie de sortir pour profiter du week-end et que c'est Quentin qui a demandé autour de lui, autour de nous, auprès d'autres personnes au restaurant, s'ils avaient du Doliprane ou quelque chose. J'avais vraiment rien. Et donc voilà, j'ai réussi à trouver un Lafalgan. Je me rappelle, c'était vraiment le précieux qui m'a soulagée. Et je me sentais bien mieux après ça. Bon voilà, du coup là pour le coup on était ensemble et je pense que j'ai bien mieux vécu la situation. Mais le fait de se dire que en fait, après ça, on s'est questionné sur le pourquoi ça fonctionnait pas. Donc on a vu, on est allé consulter je me rappelle plus exactement son titre. C'était une spécialiste, voilà. Comme beaucoup. Voilà. Et pour comprendre, peut-être faire des tests. Moi, du coup, je me rappelle quand on lui a expliqué notre situation, elle a dit mais en fait la difficulté que moi je rencontre, c'est quand je vois des jeunes couples comme vous qui sont parfaits dans leur constitution et qui s'inquiètent très vite en fait de savoir ce qui ne va pas, alors qu'en fait tout va bien. C'est simplement le fait de se dire qu'une grossesse sur 5 n'arrivera pas à terme. Et c'est un chiffre qu'en fait on devrait avoir dès le départ en tête, se dire qu'il y a cette probabilité qui existe et qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir et que c'est pas forcément vous, parce que je me suis posé tout plein de questions. Après, on était pour la première, on était en plein déménagement, j'ai porté des plaques de plâtre, on avait des travaux du coup, tu refais le fil, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et donc, on a fait quelques tests, mais vraiment, je me rappelle son sourire. Ouais, elle a dit mais tout va très bien. Et puis la prochaine sera la bonne, sans doute. Et bon voilà. Puis après, Nina est arrivée. Combien de temps du coup après vous avez tout de suite du coup, le temps de la grossesse, oui, Nina, elle est arrivée assez rapidement. En fait, je suis retombée enceinte très vite après. Mais tout ça, voilà, au coup sur coup, en fait, ça a fait 2 ans et demi. En fait, je me rappelle que j'avais calculé que on avait mis quand même plus de 2 ans pour
pour que je sois enceinte de Nina. Et comment se passe du coup cette grossesse? Est-ce que tu arrives avant les 3 mois un petit peu à te projeter, ou il te faut vraiment le cap de te dire ok, est-ce que tu arrives à profiter de cette grossesse en te disant ça va aller jusqu'au bout, quoi? Alors il y avait quand même une très très grande appréhension. On a tenu les 3 mois sans rien dire autour de nous. C'est encore un truc, bon voilà, du coup, autant pour les premières, on avait dit. Ouais. Et là, quand c'était la bonne, du coup, on s'est vraiment retenu de faire l'annonce. Et avant d'être enceinte de Nina, il y a un truc je pense qui est quand même important dans le truc, c'est que je suis allée voir une kinésiologue et j'étais pas encore enceinte de Nina. Et c'était un peu, voilà, je me suis dit, il y a peut-être des choses à aller explorer, à aller chercher. Et c'est dingue parce que cette kinésiologue, sans que je lui dise quoi que ce soit, elle rentre au contact de mon corps. Et elle m'a dit, mais il y a énormément d'énergie de votre maman là-dedans. D'accord. Et en fait, je sais pas si c'est ce truc-là de prendre conscience qu'en fait, ce qu'avait traversé ma mère ne m'appartenait pas et que moi aussi, à ce moment-là, j'avais le droit de donner la vie. Alors que ma mère l'avait fait, mais c'est juste ce trauma qui faisait que, quelque part, est-ce que j'intégrais à mon tour une forme de transgénérationnel, à savoir, il faut que je passe par ça aussi pour donner la vie, je ne sais pas. Et donc, Nina, je l'ai vue, en fait, quelques mois, je saurais pas dire précisément, mais quelques mois avant de tomber enceinte de Nina. Donc, à ça, on s'est retenu, de faire l'annonce. Et puis après, la grossesse s'est très bien passée. Simplement, en fait, j'ai été, moi, terrorisée par le fait de dépasser le terme, parce que c'est ce qui s'est passé pour Romaric. D'accord. Et bon, du coup, moi, arrivé le jour du terme, je voulais que Nina sorte. Ouais. Et parce que du coup, t'es arrivée quand même jusqu'au jour du terme. Oui. Oui, passé. Enfin, oui, du coup, on avait rendez-vous, Nina est née le 16 mars, on avait rendez-vous le 15 à la maternité. D'accord. Mais c'est bon, c'était la DPA, hein, voilà, prévu pour l'accouchement. Et puis moi, je remettais absolument rien en question, j'étais pas forcément informée. Voilà. J'avais juste en tête que je ne voulais pas dépasser le terme. Et c'était une fixette, une vraie fixette. Donc pour moi, c'était un déclenchement. Mais sauf qu'à l'époque, je n'avais aucune conscience de ce que pouvait impliquer un déclenchement, de ce que ça représentait, que du coup, je l'ai vécu. J'ai vécu toute la cascade d'intervention. Heureusement, je suis pas arrivée jusqu'à la césarienne. Mais on m'a quand même parlé de la césarienne au moment où... parce qu'en fait... Est-ce que tu nous expliquer un petit peu du coup le déclenchement? J'ai été déclenchée du coup avec la rupture des membranes. Donc, du coup, et bon, le travail a mis... Bon, j'ai d'abord eu... Moi, je suis rentrée chez moi après. Et j'ai eu la poche des os qui s'est fissurée à partir de là. Donc, je me suis pointée à l'hôpital. Ok, risque d'infection, donc du coup, on va vous garder. Sauf que moi, le travail, il a commencé super tard, donc du coup, je n'étais absolument pas dans ma bulle. Et ça a duré très, très longtemps. Du coup, il y a eu 27 heures de travail. Et puis, bon, j'avais les contractions, de très fortes contractions, pendant très, 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 très longtemps. Mais je dilatais pas, mon col ne se dilatait pas. Et c'est là où, moi, je voulais quand même pas la péridurale. J'avais cette tu t'étais un peu informée en amont, du coup, sur... pas suffisamment, mais j'avais ce truc de je veux pas dépasser le terme, et puis après, je sais quand même que la péridurale, bon voilà, c'est pas top. Comment t'avais eu, est-ce que c'est dans ta famille? Je pense que j'avais lu des bouquins, voilà, et puis je commençais, en fait, je m'étais pas informée avec la claire volonté de faire le mieux, parce que j'ai commencé si tu veux, à découvrir ce champ-là pendant la grossesse de Nina, et pour Isaïe, en fait, c'était le boulevard où je me suis dit, mais c'est comme ça, le projet naissance, il sera comme ça, et puis voilà. Et puis pour Nina, j'avais quelques notions, mais vraiment, je me suis vraiment laissée porter par cette guidance médicale, alors qui est là à juste titre quand il faut, qui est d'une nécessité absolue quand il y a besoin.
Mais moi, je sais que j'ai clairement pas laissé faire le processus naturel. Et que c'est pour ça qu'en fait, oui, les contractions étaient provoquées et que là, Nina, elle faisait juste pas son chemin parce que elle n'avait pas donné le feu vert non plus. Donc il y a ça aussi qu'on évoque avec Nina. Ouais. On en parle un petit peu, que ça a dû être trop long pour elle, etc. Bon. Ah oui? Ouais. Vous parlez encore de sa naissance? Ouais. Je lui en ai parlé une fois parce que je me suis dit que en fait, elle a dû sentir un peu cette anxiété quand les sages-femmes ont commencé à me parler de la césarienne, que si vraiment là, on n'y allait pas, si il fallait y aller, bon, du coup, les poussées dirigées, etc., ou il fallait que je donne tout. Mais ça n'avait rien, parce que j'ai fini donc un moment par demander la péridurale. Après les gaz hilarants, tout ça, j'étais juste épuisée. 27 heures de travail, et bon. J'étais épuisée. Faut les pas. J'avais envie de dormir, j'avais envie de manger. Là, c'est un autre sujet. Du coup, je ne mangeais pas. Donc, je n'avais plus aucune ressource. Je me sentais extrêmement faible. Et donc, j'ai vraiment demandé la péridurale en désespoir. Et sauf que, oui, il n'y avait plus de connexion avec Nina à ce moment-là. J'étais tellement concentrée sur ma douleur, parce que c'était clairement ça, j'avais terriblement mal, et je le vivais comme ça. Je n'étais plus connectée à Nina. Et voilà, après, heureusement, là, elle a pu naître par voie basse, et tout, et sans instruments, sans médicalisation au bout. Et ça a été vraiment, je me suis vraiment chanceuse, parce que quand on est sur des poussées dirigées comme je les ai vécues, je pense que voilà, mais au niveau du périnée, voilà. Un chantier. tout est resté super intact. Ça a été très très chouette. Je le réalise a posteriori. Ah oui, d'accord. C'est chouette. Mais voilà, c'est là, du coup, ça a commencé où je me suis dit, mais plus jamais ça. Plus jamais ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est après que j'ai compris en fait ce que j'avais moi-même provoqué en demandant le déclenchement. Et une mise en route de l'allaitement absolument laborieuse, où je ne savais pas non plus, j'ai été mal accompagnée, et puis je ne savais pas, et pour moi c'était absolument instinctif. C'est ce que je regrette aussi, c'est que si on ne s'informe pas, on n'a pas les informations tout crues, il faut vraiment aller chercher l'info, quoi. Totalement. C'est même dans les cours de préparation à l'accouchement, on passe les choses un peu en revue superficiellement, mais c'est vrai que on rentre pas dans le vif du sujet comme on pourrait, quoi. Après, c'est pas évident non plus, parce qu'on n'a pas forcément le temps, les personnes n'ont pas forcément tout, on aurait des heures à discuter pour dire tout ce qui est possible de faire. Toutes les éventualités. Mais tu vois, je retiens, tu vois, en parlant d'allaitement, moi, finalement, ce dont je me rappelle dans une séance de préparation à la naissance, c'était le biberon, comment on donne le biberon au bébé. Oui, ils n'ont pas du tout évoqué le... Mais du coup, tu vois, je sais pas... très certainement que je me rappelle pas du tout. C'est évident que l'allaitement a été évoqué, mais en fait, au moment où j'étais en difficulté, je me suis dit, mais mince alors. Et puis tout de suite, on m'a proposé un petit biberon pour Nina, parce que sinon elle allait avoir faim, il fallait absolument qu'elle prenne du poids. Bon, elle est née à 4,5 kg, donc voilà, c'était pas non plus un petit bébé qui mourait de faim, mais elle avait eu faim pendant ce qu'on m'a dit, pendant l'accouchement. Donc j'ai commencé mon allaitement en donnant quand même des biberons à Nina pendant 48 heures à l'hôpital. Mais voilà, j'ai pas... T'as réussi quand même à provoquer la montée de lait. J'ai pas lâché l'affaire. J'ai pas lâché l'affaire, parce que ça, quand on veut allaiter, en tout cas, c'est chouette. Après, on a le droit de pas vouloir allaiter. Mais moi, c'était mon choix, mais je sais que pour beaucoup, pour qui c'est le choix aussi, on peut se retrouver, finalement, on peut tomber sur des perles, ça c'est évident. Mais malheureusement, manque d'informations, et avec cette proposition, le fait de te faire peur sur le fait que ton bébé peut manquer, tu peux facilement finalement
Oui. Bah, Dire ok, bon bah, voilà, on laisse de lâcher le côté et truc. voilà. Et bon, ça, après, voilà, j'étais assez... Finalement, tu vois, c'est encore une fois, c'est après ça que j'ai réalisé à quel point ça avait été difficile parce que j'avais pas forcément d'autres référentiels. Et c'est en lisant ensuite plein de choses que j'ai réalisé que bon, ça avait été... J'ai frôlé la césarienne, en fait. Oui. Et que ça aurait été vraiment à des années-lumière d'un projet que j'avais, même si j'étais pas super informée. Je savais que je voulais pas de césarienne, mais comment la provoquer, ça, du coup, j'ai bien compris comment on aurait pu provoquer la césarienne alors qu'il y avait rien qui la justifiait au départ en arrivant à la maternité. Et puis après, bon, on a très vite eu envie d'avoir un deuxième enfant. Ouais. Et comment ta maman, elle a réagi aussi au fait de devenir grand-mère, d'abord, une première fois? Est-ce que ça a ouvert des discussions aussi, le fait que toi, tu deviennes maman à ton tour? Je me rappelle que avant que je sais plus si j'avais parlé de mes fausses couches, mais en tout cas avant que je sois enceinte de Nina, ma mère me disait je suis pas prête à être grand-mère. Parce que dans sa tête, elle était super jeune et puis bon, elle était très jeune. Hein. Elle avait pas encore 50 ans. Bon voilà, grand-mère avant 50 ans. Bon, parce que mes parents m'ont eu très jeune, à 20 ans. Et donc finalement, voilà, mes parents sont jeunes. Et après, bah, en fait, Nina est née et puis elle était super prête. Vraiment, c'était l'évidence pour elle. D'accord. Voilà. Mais on n'a pas... ça n'a pas permis, je dirais, de réévoquer tout de suite les choses par rapport à Romaric. Je pense que c'est arrivé là vraiment plus récemment. Plus récemment, mais en fait depuis que je suis doula, je crois, depuis que j'ose parler de ça parce que je sais à quel point ça peut faire résonance et qu'on puisse vraiment oser en parler peut-être davantage et sortir de cette honte. En fait, il y a toujours une forme de honte où on n'ose pas. Pourquoi on n'ose pas en parler comme si c'était ce rapport à l'intime quand sont des choses... évidemment que des traumas familiaux, on peut considérer que ça concerne la famille, qu'on en parle peu parce que... voilà, mais je veux dire, comment on en guérit aussi, c'est peut-être en l'évoquant, comment faire vivre Romaric, c'est aussi en l'honorant, en parlant du fait qu'il a existé. Et c'est ces manières-là, justement, d'un moment de sortir de cette sphère intime et aller vers quelque chose de, évidemment, de public. Mais ça... Pour de rencontrer, de partager aussi... peut-être que d'autres personnes rencontrent aussi des schémas similaires ou des fausses couches tardives aussi. Enfin, c'est aussi des choses qui peuvent arriver. Oui. Ouais. Et on a envie, du coup, d'être dans une... c'est de la sororité, mais c'est de l'aide, du soutien, en fait, quand on trouve dans des récits d'accouchement, des podcasts, des choses où on peut trouver se dire ok, mais je suis pas seule à traverser ça, et peut-être que ce chemin que une sœur quelque part sur terre a marché, et bien je peux le marcher aussi, et que c'est pas parce que je vis de fausses couches de suite qu'en plus j'ai ce trauma, ce bagage familial derrière, que je peux pas à mon tour devenir maman, et qu'au contraire, moi, les discussions que j'ai avec mes filles aujourd'hui, je veux dire, c'est pas non plus très très facile, hein. Mais parler de la mort avec Nina à 5 ans, c'est hyper challengeant. Mais je veux dire, c'est un éveil au monde et à ce que l'on est et à ce que l'on sera, et en termes existentiels, c'est quand même des questions hyper philosophiques. Faire de la philosophie avec ses enfants de 4 et 5 ans, c'est assez ouf. Je pense qu'on en fait assez tôt quand même, hein, avec les pourquoi qui arrivent. Oui, c'est vrai, voilà. Les pourquoi des 2 ans. C'est vrai. Ça en fait partie. Oui. Et comment, du coup, l'envie d'un deuxième enfant arrive très vite?
Alors, c'est arrivé très vite parce qu'on était avec Nina qui avait 10 mois, je me rappelle, et avec Quentin, on disait mais tout était calé et que tout était serein. Mais vraiment, la fausse bonne idée. Alors, maintenant, j'acquiesce, hein, parce que... je referai pareil. Je referai exactement pareil. Mais vraiment, la fausse bonne idée de se dire, sur une petite fenêtre, en fait, c'est cool, vas-y, on fait un deuxième. Quand on connaît, après, mais du coup, j'étais enceinte pendant, au moment où Nina avait 18 mois. Comment ça marchait? Je suis tombée enceinte, elle avait 13 mois. Et c'était au moment du confinement, où on était hyper dispo. Et voilà, effectivement, elle commençait à marcher. Et puis après, il y a eu la période des 18 mois. À ce moment-là, j'étais enceinte. Et en plus, après, avec Nina, c'est très bien passé. C'est juste des moments très challengeants. Mais c'est que la grossesse d'Isaïe a été hyper chargée en stress. Parce que assez vite, au moment de la grossesse, vers 4-5 mois, on a diagnostiqué le cytomégalovirus, le CMV. Qui se transmet, pour ceux qui savent pas, par l'aîné généralement. Oui. Et la garde, qui est en crèche, en général. Voilà, en collectivité. collectivité, et puis ça, c'est les petits nez qui coulent, alors vraiment, là, ça a été, je pense de plus en plus à l'appareil, le partager pour qu'on puisse avoir accès à ces informations que moi, je n'ai pas eu à l'époque. Alors après, c'est toujours la difficulté, c'est pas non plus d'être avec zéro contact. Oui, il faut pas non plus que ça devienne avec son aîné. Une pression. Oui, une appréhension. Mais au moins de se dire si t'es immunisé ou pas, dès le début de la grossesse, au moins tu peux... moi, je ne savais pas. Je savais même pas que ça existait et je ne savais pas comment on pouvait l'attraper. Tout ce que je sais, c'est que après, c'est déclenché en fait une surveillance accrue de la grossesse. Et des rendez-vous chez les spécialistes pour bien nous demander, mais tout ça s'est fait sur des mois et des mois. Parce que les risques du CMV, du coup, pour le bébé, c'est... Des malformations, cécité, surdité, et qui peuvent arriver, même le bébé peut naître tout à fait sain, sans malformation déclarée pendant la grossesse, mais ça peut, une cécité ou une surdité peut se déclarer à 4, 5, 6, 8, 10 ans. D'accord. Et donc ça, en fait, c'est un peu l'épée de Damoclès, on sait pas. On sait pas, et du coup, la question qu'on a dû se poser à un moment donné, c'est est-ce qu'on est prêt, nous, en fait, c'était... Mais je sais pas s'il y a dans des choix que d'autres femmes ont dû faire, mais je suis profondément heureuse de ne pas avoir été confrontée à ça, parce que finalement, on a su qu'ils avaient été indemnes, dans le sens où le virus n'avait pas atteint le liquide amniotique. Seule moi, en fait, du coup, j'étais moi seule au contact du virus, mais elle a été préservée. Et ça, on l'a su via une amniosynthèse, mais qu'il a fallu des mois à mettre en place, entre les rendez-vous chez les spécialistes pour nous expliquer du coup ce que c'était, si on était OK pour l'amniosynthèse qui a lieu 3 semaines après, il faut attendre les résultats, etc. C'est-à-dire que on a, à 8 mois de grossesse, on devait envisager une IMG et une interruption médicale de la grossesse, parce que et c'est ce que je voulais dire sur le fait que des parents sont confrontés à des choix impossibles, c'est est-ce que je veux, si le bébé est au contact du virus, si le bébé a le CMV, est-ce que je suis prêt à l'accueillir, compte tenu de tout ce qui peut... Des risques potentiels, mais qui sont pas non plus peut-être obligés d'apparaître. Il y a une probabilité. Et donc c'est... Voilà, nous, on a dû se poser la question. Heureusement, on a eu ensuite les résultats de l'amniosynthèse qui nous a confirmé qu'Isaïe était saine et n'avait pas de virus, et qu'elle n'avait pas été au contact du virus, ça. Et en plus, au moment où elle avait pu, au moment où moi j'ai été contaminée, c'était suffisamment tard dans la grossesse, pas au premier trimestre, où là, visiblement, c'est quand même plus délicat. Et où là, les malformations peuvent vraiment être plus importantes. Donc jusqu'au 8e mois, tu n'étais pas sereine de savoir ce qu'il allait se passer, quoi. Oui. Et comment ils allaient se porter. C'est ça. Et donc, une fois qu'on a eu les résultats de la myosynthèse, autant dire que... Là, fiesta. C'était soulagement. Incroyable. Et à tel point que je me rappelle, on n'en avait plus rien à faire, c'est que
On nous a demandé de faire des examens complémentaires à la naissance d'Isaïe. Et que c'est bon. Pour tester son audition, tout ça, je sais pas si je me rappelle même plus si on en a fait quelques-uns ou pas du tout, mais vraiment, je me suis dit, c'est bon, ça, c'est derrière nous, il va juste bien. Celui qui... Et voilà. Et puis, quand bien même il y a une part de probabilité, pour moi, elle n'existe pas. En fait, je voulais même pas le... Ouais. Et pour moi, elle n'était pas atteinte, en fait. Donc, il y avait aucune matière à nous embêter avec des tests. Provoquer du stress supplémentaire. C'est ça. Et donc Isaïe, alors là, pendant toute cette grossesse, malgré ce stress et avant même la naissance d'Isaïe, enfin avant même la grossesse d'Isaïe, je me suis documentée, un truc de dingue, et là j'ai fait toutes les recherches pas possibles sur, voilà, c'est là où je savais que il y avait certainement quelque chose qui m'attendait. Ouais. En tant que doula, ou je ne sais pas, mais j'ai suivi toutes les formations possibles, j'ai lu j'ai une bible, voilà. T'étais attirée par, du coup, la maternité, le sujet, la grossesse, la naissance physio naturelle, l'allaitement, voilà, et comment vraiment comment respecter les femmes dans leur choix, en fait, et du coup la nécessité de les informer pour qu'elles puissent faire leur choix de manière éclairée et au mieux. C'est-à-dire que moi, c'était pas, j'en voulais pas à la terre entière sur des choix que on m'avait finalement, sur le fait que on m'avait dit bon ben ok, tel que vous le demandez, on va pouvoir faire un déclenchement. Mais j'en veux pas à la personne qui m'a fait le déclenchement. Mais j'en veux au système sur le fait de ne pas m'avoir dit à un moment, sachez que si on vous fait un déclenchement, il peut se passer ça. Et au regard de ça, est-ce que vous êtes prête à aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez mettre en place? On comprend, si on va chercher un peu, on comprend votre trauma et pourquoi, voilà, vous voulez absolument être déclenché. Mais on est bien conscient qu'un déclenchement... Et je pense que la doula, à ce niveau-là, en fait, elle offre ce panel-là d'options. Elle élargit un peu le champ de vision. Bon, en offrant, en fait, c'est une offre. De manière très factuelle, expliquée. Et de manière très factuelle, sans jugement, sans orientation, sans guidance, et pour que les parents puissent faire un choix en conscience. Et donc là, en fait, pour Isaïe, je savais ce que moi je voulais. Et parce que j'ai été consciente de toutes les hypothèses, les éventualités, les options, et donc je savais que je voulais faire le plus naturellement possible, en tout cas ce qui pouvait être le mieux pour elle, tel que moi je le jugeais. Et en fait, j'ai vécu... je voulais quand même aller à la maternité parce que c'était une maternité qui était vraiment axée sur le naturel, avec une salle à Périgueux. C'était à Nanterre. À Nanterre. On était encore en région parisienne. C'était avant le déménagement. Mais on a déménagé peu après. Donc Nina aussi à Nanterre. Oui. Et donc vraiment avec la salle nature. Et pour moi, ça c'était voilà. Et puis la maternité de Nanterre est hyper... je crois que j'en ai déjà entendu parler. Il est super, avec le chef de service de la maternité, professeur de Sarcus, docteur de Sarcus. Il est déjà allé sur les plateaux des maternelles pour parler justement et prôner aussi cette dimension-là physio, naturelle, et dans le respect des choix. Ça, c'est clair. Et bon, du coup, moi, je restais quand même, je voulais aller à cette maternité-là. C'était pas un problème pour moi, parce que je savais que mon projet pouvait être respecté, et que je pouvais accoucher naturellement en salle nature. Et en fait, le travail s'est tellement bien fait à la maison avec Nina. Du coup, je me rappelle, j'avais des contractions qui commençaient vraiment à s'intensifier, et j'avais Nina sur mon dos. J'étais à 4 pattes, j'avais Nina sur mon dos. Ah oui. Trop bien. Et on a un ami qui est venu boire l'apéro, et puis vraiment,
voilà, on laisse faire. Je dis quand même à Quentin, je sens que ça commence à s'intensifier. T'étais pas très loin de la date prévue d'accouchement, du coup, ou ouais, c'était un peu plus tôt, ce coup-ci, c'était prévu, oui, on était le 11 décembre et je me rappelle même plus la date. Du coup, c'est vraiment très, très significatif qu'à un moment, tu laisses juste faire les choses et après, tu oublies ce qui est censé être. Mais oui, on était dans les jours à venir. T'avais pas dépassé le terme, mais t'avais pas est-ce que t'avais ce stress-là? Et donc, je n'avais plus de stress. C'est ça. Je l'ai réalisé il y a pas très longtemps aussi, qu'en fait, je pense que le CMV, l'épisode du CMV avait quand même... Ça avait balayé un peu puis là, en fait, dose de stress. le fait de m'être renseignée et sur le fait que, à un moment, les choses se passent naturellement quand bébé a décidé que, en fait, ça, je l'avais complètement mis de côté. Il n'y avait plus pour moi ce couperet de la DPA et du terme. Et donc, ouais, voilà. Là, je commence à me dire, peut-être que je chronomètre quand même, que je regarde un petit peu ce qu'il en est. Et puis là, vraiment, j'avais des contractions toutes les 1 minute 30. Je me dis, bon, ça commence à arriver. Et à l'époque, on habitait dans un appartement, on avait 4 étages à faire à pied, il n'y avait pas d'ascenseur. Et après, notre voiture était quand même à une centaine de mètres. Voilà. Parking qui était assez loin de la barre d'immeuble. Et au moment où je dis à Quentin, du coup, notre ami, il faut qu'il rentre chez lui parce que bon, là, du coup, ça commence à presser un petit peu. Au moment où je commence à descendre les escaliers, on se dit, il faut aussi préparer les affaires de Nina parce que, on va la laisser chez sa grand-mère. Je sens, en fait, que là, ça presse. J'ai vraiment beaucoup de mal à descendre les escaliers et à rejoindre la voiture. Et au moment de monter dans la voiture, en fait, je dis à Quentin, mais je peux pas m'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir. Je sens la tête. Et donc là, je me mets du coup, accroupie, mais dos à la route sur le fauteuil passager, et on y va. Et puis du coup, je vois Nina qui est dans son siège auto derrière, et puis elle voit qu'on commence à souffler, à rugir, à grogner. Elle est la totale. Vous deviez d'abord la déposer chez Et oui, on la dépose d'abord. Et puis là, je me rappelle je commence vraiment à être dans ma bulle, mais je suis plongée dans ma bulle. Un truc de dingue. C'est Quentin qui pose Nina et moi je me retrouve seule dans la voiture et en fait là Quentin avait juste mis la voiture, on passait pas à 2 voitures et donc ça bloquait le passage. Il y a une voiture qui arrive que moi je vois vu que je suis dos à la route, du coup je la vois. Le gars fait des appels de phare et là moi je sors je sens l'animal monter en moi vraiment et je lui fais je lui fais un doigt parce que je suis dans un truc mais me fais pas chier. Et voilà. On part à la maternité et je sens que Quentin est dans un truc mais de concentration où il faut quand même aller vite parce que moi je commence à dire qu'elle arrive, elle arrive. Et ils auraient pas accouché là dans la voiture là. Et en fait il y a je sais pas 20 minutes de route, mais en fait je suis complètement fixée sur mes collants. Je porte des collants et je veux absolument enlever mes collants parce que je sens qu'elle arrive dans la voiture. Et là, on arrive à la maternité, sur le parking de la maternité, et je dis quand même, je ne peux pas sortir. Elle est en train d'arriver, et je sens la contraction, voilà. Tu sens la contraction où là, c'est que ça commence à passer et je sens l'anneau de feu et donc lui, en fait, va chercher quelqu'un dans la maternité, mais moi, je reste dans la voiture. Et c'est Caroline, la sage-femme de la maternité de Nanterre, qui vient et qui m'avait suivi pendant toute la grossesse et qui avait suivi aussi du coup le CMV. Et je l'entends arriver, c'est Caroline, c'est là, on est là, tout va bien. Et là, juste à ce moment-là, l'anneau de feu et Isaïe qui arrive et qui tombe dans mes bras dans la voiture. Le clampage tardif, ça c'était un regret, le clampage tardif, c'est possible, du coup on a coupé le cordon. Pour passer Isaïe par-dessus le levier de vitesse, mais en fait quand il faisait le tour de la voiture, il était complètement foufou. Et passer Isaïe par-dessus le levier de vitesse de la voiture pour donner à du coup l'auxiliaire de puériculture qui était là pour réceptionner. Et je me rappelle que là, elle me demande de me mettre dans un fauteuil roulant et je me dis mais non mais tout va bien, je veux juste être avec mon bébé du coup pour être
la retrouver en chambre et tout ça. Bon, voilà. Du coup, c'était vraiment la péripétie finale. Un accouchement inopiné. Accouchement inopiné. Qui était très rapide par rapport, du coup, aussi ah oui. à mais là, ça a été incroyable parce que j'ai des contractions qui ont commencé dans la matinée. Ils avaient né à 13h. Et ça a été vraiment en milieu de matinée. Enfin, je me rappelle que j'étais en train de regarder, quand j'ai regardé mes contractions, il était 11h30. Donc ouais, ça a été assez fulgurant. Et tu vois, c'est vraiment un chemin parce que ma dernière séance de MDR, en fait, j'ai fini avec ma psy. Je dis, mais en fait, la boucle est bouclée. Et ça, je l'ai réalisé à 35 ans. Isaïe a maintenant 4 ans. Et c'est fou. Enfin, je pense que c'est hyper intéressant de continuer à cheminer, de revenir sur les choses, mais qu'importe en fait le temps qui passe, parce qu'on a toujours des réponses. Et même si elles arrivent après, elles sont d'une grande utilité. J'ai donné naissance à Isaïe dans la voiture. Et moi, mon premier figement tel que je l'ai vécu autour de la naissance, c'était dans la voiture pour aller à la rencontre de ma mère à la maternité, où là, il n'y avait pas de bébé. Et en fait, c'est ça, ce truc de dire que la boucle est bouclée, c'est que quand moi j'étais petite, à 10 ans, dans la voiture, avec plein de questions, de pas savoir, du coup, cette première expérience autour de la maternité, c'était celle de ma mère, mais et voilà, le fait d'être dans ce silence et dans cette finalement dans cette mort qui naît et d'avoir donné finalement naissance à la mort, et bien là, du coup, moi j'avais donné naissance à la vie dans la voiture. et ça paraît anecdotique, mais vraiment j'avais jamais fait le lien, et je sais pas s'il y a un lien à faire en réalité, mais c'est tel que c'est remonté à un MDR, en fait, je savais que il y avait quelque chose à apprendre, et que si ça revenait comme ça, c'était peut-être pour me dire que oui, la boucle était bouclée et que là, j'étais peut-être un peu guérie. C'est beau. Ouf. Ouais. C'est un long parcours, mais que tu arrives progressivement aussi à passer aussi de ton côté. Ouais. Et c'est là où, tu vois, dans ces moments profondément douloureux de nos vies, de parents, de femmes, là, je réalise, parce que je sais du coup à quel point je suis au bon endroit en tant que doula, et pour avoir proposé en tout cas ce soutien émotionnel, et à quel point le fait d'avoir un espace pour que ça soit pendant, que ça soit après des deuils, des passages, même quand tout va bien, juste des questionnements, des doutes, des traumas transgénérationnels, et qu'on n'arrive pas à décrypter, ou qui créent des blocages et qu'on n'arrive pas à identifier. Rien que le fait d'avoir l'espace auprès d'une doula qui offre cette écoute, et toujours en complémentarité du suivi médical, c'est en fait à quel point c'est précieux, et combien j'aurais aimé être aux côtés de ma mère à ce moment-là, combien j'aurais aimé être à mes côtés à ce moment-là, quand j'ai traversé ces fausses couches, et combien j'aurais aimé accompagner ma mère avec les huiles, combien j'aurais aimé avoir ces outils-là, moi, quand j'ai traversé ces fausses couches, quand j'avais quand j'ai eu ce stress, cette profonde angoisse avec le CMV pour Isaïe, pour accompagner la naissance de Nina aussi, combien j'aurais aimé avoir rien que ces outils avec moi, les huiles qui auraient pu aussi m'aider. Et en fait, c'est a posteriori où je me dis tout ça, que oui, en ayant traversé ça, peut-être que ça m'a mis tout simplement sur le chemin de moi en tant que doula,
Et aussi pour accompagner les personnes avec les huiles essentielles, en fait, parce qu'il y a des choses qui sont à notre portée, qui existent, et qui... Il suffit d'avoir l'information et la connexion avec une personne à un moment donné sur le chemin de notre vie, mais ça existe. Et c'est... Oui, à tout moment de sa vie aussi. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, tu es pleinement à ta place dans cet univers-là. En tout cas, c'est là ce qui me fait profondément vibrer. Et c'est la mission, ce que je disais au départ, c'est la mission de cœur où voilà, je sais que j'ai envie de faire ça. Et ça t'a permis du coup aussi d'ouvrir un petit peu le dialogue, tu disais, avec ta maman sur ce qu'elle a vécu, ce que vous avez tous vécu aussi. Oui. Avec ma maman, le dialogue s'ouvre de plus en plus. Et d'ailleurs, comme je le disais, là, on a parlé des circonstances liées à l'enterrement de Romaric, et que moi, j'avais pas en tête. Et de plus en plus, et ça reste encore un autre chemin, mais quelque chose que je voudrais évoquer avec mon père, c'est comment lui a vécu les choses. Et ça, c'est encore un pas à franchir, avoir cette discussion-là avec, parce que c'est toujours dans les larmes, hein, malgré tout. Bien sûr, oui. Et donc, il y a quelque chose qui souvent nous retient par pudeur. Autant avec ma mère, c'est plus facile, avec mon père, c'est plus compliqué. Cette pudeur mutuelle, et avec mes frères et sœurs aussi. C'est vrai que en fait, c'est comme si on arrivait chacun à en parler à notre mère, mais qu'entre nous c'était plus délicat. Et c'est vrai que je sais que pour Marie, il y a eu ce bouleversement, en fait, dès son existence, dès sa naissance, à savoir si elle avait si elle avait toute la légitimité d'être et de naître, et que ça quelque part ça forge, et on a pu l'évoquer, mais j'ai vraiment envie voilà, qu'on ait cet espace aussi pour en parler. Essayer de creuser vraiment ensemble, tous ensemble, et pouvoir aller au cimetière aussi. C'est-à-dire que ça fait 25 ans, je n'ai jamais mis les pieds au cimetière. Donc ça fait partie d'un déblocage, et qui... Tu savais où il était enterré Ah bah ou tu l'as appris vraiment non, je sais où, mais je n'ai jamais pu y aller. Ça fait pas partie peut-être d'un rituel qui a été mis en place en famille. Ce sont des choses à faire, je pense, pour continuer le chemin poursuivre le chemin de la guérison, ça c'est clair. Non, je doute pas en tout cas que tu as ouvert de nombreuses portes vers cette guérison. Et de part aussi, du coup, ces jolies naissances. Et en tout cas, je suis très impressionnée aussi du dialogue que tu mets avec tes filles aussi en place, parce que c'est pour nous parler, comme tu dis, des émotions, de ce qu'on traverse. Je pense que c'est important. Quand on devient maman, on se rend compte de ce qu'on a manqué ou de ce qu'on a eu aussi, qu'on veut reproduire. C'est des questionnements qu'on a souvent quand on devient parent, quoi. Sinon, tu te rends pas compte. Toi, tu essayes de construire ta famille. Là, tu te rends compte de plein de choses de toi quand on a construit ta famille. Oui, totalement. Je pense qu'on a bien fait le tour. Merci beaucoup, Marjorie. Merci à toi, Manon. Vraiment. Merci à toi. Bonne continuation. Merci. À toi aussi. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le faire voyager, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. À très vite pour le prochain épisode, et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux.